Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Marc Lazenec, je suis le chef du service emploi information métier à la région Sud. Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux à ce 4e rendez-vous des mercredis de l'orientation pour une présentation intitulée « Les formations les plus demandées sur Parcoursup, les pièges à éviter ». La région Sud, avec le groupe AEF, vous propose ces rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis de l'orientation. Donc, on espère et on vise à vous apporter des réponses concrètes pour vous accompagner dans votre cheminement lors de la phase d'orientation. L'ambition est de répondre au mieux à vos attentes et questions et de faire en sorte que cette période relativement complexe, stressante, soit vécue pleinement et non pas subie. Ces webinaires sont un outil complémentaire de tout le travail d'orientation mené en continu dans les établissements scolaires, sous l'égide des chefs d'établissement, des professeurs, des CIO, et puis complémentaire aussi de tous les outils vers lesquels on ne peut que vous adresser, les journées portes ouvertes, les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides, dont ceux de l'ONICEP. Voilà, je vous laisse entre les mains des intervenants de grande qualité qui vont vous présenter 4 types de voix. N'hésitez pas à répondre à poser vos questions en direct. On essaiera d'y répondre le cas échéant. Et puis, voilà, au-delà de la conférence, toute question ou toute remarque sera pertinente à prendre pour nous pour faire évoluer le modèle. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Marc, nous accueillons aujourd'hui 4 éminents représentants, 5 éminents représentants, non, 4 éminents, pardon, représentants de 4 grandes filières de formation publique, à savoir donc Anne Ribaud, vice-présidente déléguée à l'orientation et à l'insertion professionnelle d'Aix-Marseille Université, Marc Ripper, qui est directeur de l'IUT de Toulon, Laurent Lucchini, proviseur du lycée Jean Perrin à Marseille, qui a comme caractéristique d'avoir à la fois des CPGE, donc des classes préparatoires, et des BTS. Et donc Joël Liabeuf, qui est DDFPT, donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, et qui pourra donc nous apporter toute une série de réponses au sujet des BTS. Marc vous l'a dit d'emblée, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure finalement des échanges dans l'onglet questions et éventuellement à taguer les questions qui correspondraient davantage en fait à vos préoccupations de façon à ce qu'on puisse les prendre en priorité. Donc ça, c'est un peu le mode opératoire de cette conférence. De la même façon, on s'efforcera de laisser un temps de questions-réponses plus spontané en fin de séquence et d'apporter des réponses personnalisées à l'issue de cette première conférence. La parole, en fait, on va démarrer d'emblée avec Anne Ribaud, qui, au-delà d'une présentation d'Aix-Marseille Université, va nous donner un petit peu toutes les clés pour finalement réussir sa candidature à l'université, soit en filière sélective, soit en filière non sélective, mais potentiellement également en tension. Donc, elle va nous donner un peu tous les conseils. Et bien, Anne, la parole est à vous sur la présentation finalement un peu de cette très grande université. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Anne Ribaud, je suis vice-présidente d'orientation et insertion pour Aix-Marseille Université. Aix-Marseille Université, c'est la plus grande université de France, puisqu'on a 80 000 étudiants. Et c'est un avantage, puisque ça veut dire que c'est une grande université qui propose une offre de formation complète. On a des formations dans le domaine des lettres et sciences humaines, des formations dans le domaine de l'économie et de la gestion, des formations dans le domaine du droit, on a des formations dans le domaine des sciences, on a des formations dans le domaine de la santé, on a des formations dans le domaine des sciences du sport. Donc, on couvre tous les domaines possibles. Ce qui veut dire que dans Parcoursup, on a 152 entrées possibles, donc ce qui représente donc beaucoup de possibilités, mais certainement aussi un petit peu des difficultés pour essayer de décrypter toutes ces possibilités. Contrairement à ce qu'on imagine, l'université donc, a aussi des filières sélectives. Vous entendrez tout à l'heure mon collègue également de l'IUT de Toulon faire un petit peu un focus sur les filières de l'IUT, mais Aix-Marseille Université a donc aussi
ces filières sélectives. On a 30 propositions au niveau des IUT sur Aix-Marseille. Mais on a également aussi des filières sélectives dans l'université, puisqu'on a 21 licences sélectives à Aix-Marseille Université. 21 licences, un petit peu dans tous les domaines que j'ai pu vous mentionner, donc, qui, donc évidemment, sont en tension, puisque les premières formations sur lesquelles il y a le plus de demandes sont ces formations. Donc, de ce fait, voilà, il faut donc du coup bien regarder dans Parcoursup les capacités d'accueil et les demandes qui ont pu être effectuées les années précédentes sur ces formations pour évaluer un petit peu les difficultés que l'on peut rencontrer en postulant sur Parcoursup sur ces formations. Après, Anne, je vous coupe une minute. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer ses chances finalement d'intégrer une double licence à Aix-Marseille Université? Alors, sur Parcoursup, il y a plein d'informations, puisque sur Parcoursup, on va trouver les capacités d'accueil de la formation, on va trouver les informations de l'année précédente qui vont indiquer quel est le rang du dernier appelé dans la formation. Donc, alors, des fois, les chiffres peuvent faire peur, mais il faut toujours prendre un petit peu de recul parce que des fois, il y a beaucoup de demandes. Et au final, on arrive à répondre finalement aux candidats, dans le sens que, au fur et à mesure que la liste d'attente avance, on a des candidats en fait qui se ventilent sur d'autres formations. Et au final, c'est pas forcément quand on fait ce rapport capacité d'accueil et nombre de demandes. C'est pas toujours ces formations-là qui se retrouvent avec des listes d'attente les plus importantes. Donc, il faut toujours prendre un petit peu de recul sur ces chiffres et c'est pour ça qu'il faut aller discuter aux journées portes ouvertes, échanger quand c'est possible avec les responsables de formation pour avoir un petit peu des informations complémentaires. Et pour pouvoir évaluer ses chances finalement par rapport à sa situation individuelle, si je vous comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Toujours pour évaluer ses chances, normalement dans Parcoursup, vous avez un peu des indications sur les profils attendus, les prérequis attendus, notamment avec quelques indications sur les spécialités. Donc ça permet aussi là d'évaluer si on a un peu plus de chances de pouvoir être bien positionné dans les listes, les classements proposés dans Parcoursup, que ce soit en filière sélective ou que ce soit en filière non sélective. Alors là, je vous interromps parce qu'il y a deux petites questions qui sont tout à fait à propos, justement sur qu'est-ce que c'est qu'une filière sélective à l'université. Il y a une question sur est-ce que STAPS est une filière sélective à l'université. Donc, on a bien la différence entre une filière sélective et une filière en tension. Et là, je vous laisse le soin. Alors, une filière sélective, c'est une filière qui indique, pour lequel dans Parcoursup, la formation a le droit de refuser une candidature, c'est-à-dire de considérer que la candidature n'est pas appropriée. Et donc, c'est là où dans Parcoursup, on peut avoir un non. Et une filière non sélective, ce qui est donc l'essentiel des formations pour Aix-Marseille Université. Donc, c'est une formation où on ne peut pas dire non, c'est-à-dire qu'on met nos candidats en liste d'attente, on leur propose, depuis la loi ORE, dans la plupart des entrées à l'université, des oui-si, c'est-à-dire qu'on leur propose d'adapter cette entrée à l'université avec de l'aide pour les aider à réussir, mais on ne peut pas dire non. C'est la grande différence, c'est-à-dire que c'est forcément un oui en liste d'attente, puisque nous aussi on a des capacités, que les capacités peuvent être dépassées, et du coup, pour le cas, c'est le cas de STAPS. Absolument. Voilà, c'est la réponse à Sylvie qui est interrogée sur la licence STAPS est-elle une formation sélective? Donc,
non, elle n'est pas sélective, mais elle est en capacité réduite. Donc, vous n'êtes pas absolument assuré d'avoir une place, si je vous comprends bien, à Aix-Marseille Université. Et il faut donc faire des demandes à la fois sur d'autres types de formations et éventuellement dans d'autres types d'universités. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Je crois qu'en termes de questions, on a à peu près répondu. On a des petites questions sur les JPO, mais on y reviendra. Quand on a préparé cette prise de parole, pardon, Anne, on a évoqué justement finalement les conseils pratiques qu'on pouvait donner aux parents et aux élèves, hein, et d'abord sans doute aux élèves avant même de les donner aux parents, à savoir que voilà, il peut y avoir des filières qui sont très en tension, mais voilà, qu'il ne faut pas, qu'il faut aller fouiller aussi dans ce portail, et que Aix-Marseille Université a mis en place une organisation de lisibilité, parce que 152 formations, 152 choix, c'est énorme, et que donc vous avez travaillé par gros secteurs et par portail. Voilà, donc à l'Université d'Aix-Marseille, on rentre en première année par ce qu'on appelle un portail, ce qui est un regroupement de mentions de licence. Donc, ça peut être un regroupement de 2, de 3, de 4 mentions de licence. Et c'est là où il faut faire un petit peu d'investigation, parce que ces portails peuvent se recouvrir. C'est le cas, par exemple, dans les mentions en lettres. Donc, il peut y avoir des portails qui se recouvrent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mentions par lesquelles on peut rentrer aussi bien par un portail que par un autre. C'est le cas aussi en sciences, où on a des recouvrements au niveau des portails. Et donc, certains portails peuvent être plus demandés que d'autres, et alors qu'on peut, en rentrant par un portail moins demandé, arriver sur la même mention, donc la même deuxième année de licence à la suite. Donc, moi, je vous invite à aller sur le site d'Aix-Marseille Université et à aller regarder au niveau des formations, de descendre bien au niveau des informations que l'on peut donner, parce que sur le site, on peut aller jusqu'à une information sur les enseignements qui sont donnés au sein des différentes formations. Et c'est souvent, on dit que le diable se cache dans les détails, hein, mais c'est souvent à ce niveau-là qu'on peut vraiment apprécier si la formation qu'on est en train de choisir correspond réellement à ce qu'on imagine de la formation. Et donc, c'est à ces niveaux-là qu'on peut vraiment affiner ses choix. Donc, évidemment, alors dans les formations les plus en tension qu'on peut avoir à Aix-Marseille Université, il y a les PASS, mais comme pour toutes les universités, certaines LAS également. Et là encore, il faut vraiment bien regarder dans la région les propositions, parce que si je reprends les exemples des LAS, on collabore avec l'Université de Toulon ou bien avec l'Université d'Avignon. Et la proposition que l'on peut faire donc autour des LAS peut s'étendre du coup sur Avignon et Toulon, qui du coup offre les mêmes possibilités que ce qu'on peut proposer à Aix-Marseille Université. Voilà, ça c'est sur les parcours santé finalement. Oui, exactement. Pardon. Ceux qui connaissent déjà voilà, auront compris, mais c'était pour ceux qui ne sont peut-être pas directement concernés. Il y a une question justement alors qui vient un tout petit peu en appui de vos propos, une question sur finalement comment se font les critères de choix pour les formations non sélectives. Alors, je pense que c'est un sujet complexe, et c'est un sujet en plus qui est assez composante dépendant, c'est-à-dire que, mais je pense que c'est important d'éclairer un tout petit peu les parents voilà, sur les critères de choix des étudiants. Et alors, du coup, alors, que ce soit en formation sélective ou non sélective, une fois que toutes les informations sont donc dans Parcoursup et que Parcoursup se clôture pour les élèves,
nous, on va avoir donc l'ensemble des dossiers et il va y avoir des commissions et ces commissions vont classer les dossiers sur la base des informations qu'on aura définies. Hein. Il peut y avoir ça aussi. Vous pouvez trouver aussi ce type d'informations sur Parcoursup. Donc, moi, je suis scientifique, je suis géologue, par exemple. Si je vous parle du portail avec lequel les étudiants rentrent dans le portail donc Pasteur, on va compter à peu près, on va dire, 40% des notes liées à la première et 60%, alors 50% des notes liées à la terminale, 10% sur la fiche à venir. Et dans les 40% des notes de première, il y a les 3 bulletins de première, plus les notes de français. Dans les 50% des notes de terminale, il va y avoir les notes de premier et de deuxième semestre. Si cette année, nous avons les notes de spécialité, il y aura donc plutôt les notes de spécialité qui sont attendues dans la formation. Donc, ça, c'est un algorithme et les dossiers vont être classés sur cette base. Alors, évidemment, il y a plein de variations puisqu'il peut y avoir après, on va dire, des bacs différents des bacs attendus. Donc, ça, c'est tout le jeu des commissions pour essayer d'intercaler les dossiers, de les examiner. Et donc, évidemment, on va dire que les très, très bons dossiers ne demandent pas des examens très longs. Par contre, les dossiers sur lesquels on a vraiment des positions médianes, par exemple, quand on discute si on doit les positionner en WICI ou tout simplement en portail en licence en 3 ans. Donc là, les examens sont toujours un petit peu plus longs. Et au-delà donc de l'aspect algorithme, il y a aussi tout ce travail des commissions. Mais vous avez raison, c'est un petit peu fonction des composantes, c'est-à-dire que l'appréciation sur les dossiers est plus ou moins rapide en fonction des composantes. Ça dépend vraiment des effectifs. Quand ils sont très massifs, évidemment, ces analyses sont beaucoup plus rapides que quand on a des effectifs plus réduits. Et ça, c'est typiquement une question qu'on peut poser lors des JPO. Ah oui. Là, c'est le moment au JPO aussi de savoir un peu quelles sont les règles des différentes composantes, appliquées par les différentes composantes pour finalement pour la sélection de leurs candidats, enfin, ou en tout cas l'appréciation des candidatures, on va dire. Alors, donc, du coup, on vous invite à venir aux Journées Portes Ouvertes qui devraient se tenir le 5 mars. Donc, sur l'ensemble des campus d'Aix-Marseille, donc normalement aussi bien à Aix qu'à Marseille. Et il y a une question donc sur les JPO de l'IUT d'Aix-Marseille qui sont manifestement à distance. Comment faire pour rencontrer des personnes et poser des questions ? Heureusement, je pense que ça n'empêche pas de rencontrer des personnes, même si c'est un petit peu moins spontané et individuel, mais voilà. Oui, alors la crise sanitaire là, nous a un peu poussé à prendre des mesures pour ne pas mettre en danger nos futurs étudiants dans ces brassages un peu trop, on va dire, denses dans cette période de pandémie. Alors, je sais que certaines formations de l'IUT seront portes ouvertes, pas toutes, effectivement. Donc, une partie en tout cas. Mais les équipes des IUT sont très engagées, très dynamiques. Et je pense que vous pouvez toujours écrire et essayer d'avoir des échanges. En tout cas, au cours des journées portes ouvertes qui vont être virtuelles, là, il y aura des enseignants qui seront prêts à répondre à vos questions et à pouvoir élucider les dernières questions que vous auriez autour de leur formation. Vous me fournissez une transition parfaite pour passer la parole à Marc Ripper, qui est donc le directeur de l'IUT de Toulon. Marc, je vous remercie. Merci à vous. Je voulais qu'on aborde ensemble à la fois les spécificités donc, de la filière IUT en termes de sélection, parce que là, il s'agit d'une filière qui est 100% sélective, de fait, puisqu'elle se fait, l'admission se fait sur
examen de candidature, comme ça le sera d'ailleurs pour les CPGE et les BTS qui prendront la parole ensuite. Et finalement, quels sont les conseils dans ce cadre-là, justement, quels conseils on peut donner aux familles pour réussir sa candidature en IUT et avec avec un IUT qui a complètement réaménagé ses formations, puisque maintenant on est dans un nouveau paradigme avec le but, mais là je vais vous laisser nous expliquer ça. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous et merci. Donc effectivement, l'offre de formation des IUT évolue de manière importante à partir de cette année, de la rentrée septembre 2021. Auparavant, nous proposions des DUT, diplômes universitaires de technologie, qui étaient des Bac+2, à l'issue desquels on pouvait poursuivre dans une licence professionnelle, donc une année supplémentaire. Mais le passage du Bac+2 à la licence professionnelle était soumis à de nouveau une sélection des candidats. Il y avait évidemment la possibilité de poursuivre dans d'autres formations. Et depuis cette année, donc, le DUT disparaît, il laisse sa place à un BUT, Bachelor universitaire de technologie, qui est donc un cursus en 3 ans, qui offre le grade de licence. Donc, ce nouveau diplôme permet de sécuriser le parcours des étudiants jusqu'au Bac+3, sans sélection supplémentaire, comme c'était le cas auparavant. Il s'aligne également sur les standards européens, LMD, licence, master, doctorat, ce qui peut permettre de favoriser la mobilité internationale des diplômés. Alors, au bout de 2 ans, il sera malgré tout possible d'obtenir un diplôme, un DUT, qui sera un DUT nouvelle formule, ce ne sera pas le DUT actuel, ce sera un DUT un petit peu différent. Et à l'issue de cette formation, possibilité d'insertion professionnelle ou possibilité de poursuite d'études en master, en école de commerce, en école d'ingénieur, même si les modalités d'accès ne sont pas aujourd'hui encore complètement définies, mais ce qui est certain, c'est qu'il sera possible de poursuivre des études dans ces formations-là. Alors, ce sont des formations qui sont sélectives, qui s'adressent aux bacheliers généraux et aux bacheliers technologiques. Avec le BUT, c'est vrai qu'on a toujours accueilli de nombreux bacheliers technologiques et c'est encore davantage le cas avec le BUT. Nous avons des objectifs d'accueillir, lorsque le vivier le permet, 50% de bacheliers technologiques dans nos formations. Alors ça, c'est généralement possible dans les formations, en tout cas sur l'IUT de Toulon, dans les formations tertiaires, gestion des entreprises, technique de commercialisation. On a 2 spécialités à Toulon dans ces domaines-là. Dans les formations secondaires, c'est un petit peu plus difficile parce que le vivier de bachelier technologique, en tout cas sur le bassin toulonnais, est moins important. Voilà, donc ça s'adresse aux bacheliers technologiques, aux bacheliers généraux. Évidemment, ce sont des formations sélectives, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, certaines spécialités sont très demandées. C'est le cas à Toulon, notamment en génie biologique, qui est une spécialité très demandée. C'est le cas aussi en technique de commercialisation, métier du multimédia et de l'Internet également. Mais malgré tout, il y a des formations qui sont plus facilement accessibles et qui sont pour autant tout aussi intéressantes parce qu'elles proposent de nombreux débouchés. Et sur l'IUT de Toulon, nous avons notamment des spécialités comme génie industriel et maintenance, génie électrique et informatique industrielle, qui sont plus facilement accessibles et qui permettent aux diplômés ensuite de travailler dans des domaines qui sont aujourd'hui extrêmement porteurs, extrêmement demandés, que ce soit à Bac+2, à Bac+3, à Bac+5. Donc nos diplômés ont la possibilité soit de s'arrêter au bout de 2 ans, soit de s'arrêter après le BUT, soit de poursuivre dans des écoles d'ingénieurs ou en master. Et dans ces domaines-là, il y a énormément d'opportunités, énormément de travail. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à regarder l'ensemble des formations proposées par les IUT. Certaines sont très sélectives, d'autres un petit peu moins. Donc, c'est une invitation à la curiosité, finalement. Une invitation à la curiosité, notamment parce que dans ces formations-là, dans certaines de ces formations-là, on a un certain nombre d'étudiants qui reconnaissent qu'ils ne connaissaient
Ils ne connaissaient pas en fait ces formations et que parfois ils s'y sont intéressés un petit peu par hasard et que finalement, ils y trouvent un intérêt. Ne pas oublier non plus l'alternance, l'apprentissage. On a des BUT qui sont également proposés en apprentissage dès la première année. Sur Toulon, c'est le cas de métiers du multimédia et de l'Internet, génie électrique, informatique industrielle et génie industriel et maintenance. Sachant que dans certaines de ces formations, on a des entreprises qui tous les ans prennent des apprentis. Parce qu'on sait qu'un obstacle, souvent des lycéens n'osent pas candidater parce qu'ils se disent qu'ils auront énormément de mal à trouver des entreprises. Donc, il nous arrive aussi parfois, nous, d'avoir des entreprises partenaires qui ne trouvent pas de candidats et qui ne trouvent pas d'apprentis. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter également, si on le souhaite, à postuler dans des formations en alternance, sachant qu'il est conseillé de faire une double candidature, formation sous statut d'étudiant et puis formation en alternance, sachant que pour l'alternance, on peut candidater jusqu'au mois de septembre. Absolument. On va avoir un mercredi de l'orientation la semaine prochaine consacré à l'alternance précisément, parce qu'il y a des modalités, notamment sur Parcoursup, qui sont qui sont tout à fait spécifiques. Et on va aborder aussi ces sujets de comment est-ce qu'on trouve son entreprise et notamment les problématiques de calendrier. Je pense que si on sait qu'on veut faire de l'alternance, il n'est pas nécessaire d'attendre la réponse de Parcoursup pour commencer à chercher son entreprise. Et après, quitte à ensuite basculer d'une formation, d'une formation à une autre ou aller en complémentaire, mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Marc, je vous ai interrompu, excusez-moi, mais si vous aviez des conseils à donner, justement, si on vise un but très sélectif, dans la candidature, on l'a vu, il y a toute la partie notes et fiche à venir qui est remplie par l'établissement, mais il y a aussi une partie de projet de formation motivée. Donc, si vous aviez à donner quelques conseils de premier niveau aux élèves et à leurs parents, parce que souvent ils sont mis à contribution, bien malgré eux, sur la rédaction du projet de formation motivée, quels seraient vos conseils ? Oui, et effectivement. Alors, les conseils qui ont été donnés précédemment sont évidemment valables pour l'IUT également. Alors, sur les projets de formation motivée, le premier conseil, c'est que ça doit être un projet personnel. Ne pas recopier ce que l'on trouve sur Internet, parce que les collègues responsables du recrutement connaissent par cœur les courriers types, les lettres types que l'on trouve sur Internet. Moi, je me suis occupé pendant une dizaine d'années du recrutement au département génie électrique informatique industrielle. Je connaissais par cœur tout ce qu'on trouvait sur Internet. Donc, évidemment, ce que l'on souhaite, c'est avoir le projet de formation du candidat et pas le projet de formation qu'on trouve sur Internet. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est important. Évidemment, bien se renseigner sur la formation. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, non seulement pour optimiser ses chances de recrutement, mettre en perspective son projet professionnel avec le contenu de la formation, ça c'est important, mais également pour ne pas se tromper dans son orientation, parce que l'objectif, c'est lorsqu'on intègre une formation, c'est d'aller au bout de la formation, et quelquefois on a des étudiants qui se rendent compte au bout d'un mois que finalement la formation dans laquelle ils se sont inscrits ne leur correspond pas. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc vraiment bien se renseigner sur le contenu de la formation, c'est important. Si vous êtes allé aux journées portes ouvertes, alors à l'IUT de Toulon, les journées portes ouvertes sont samedi prochain, le 29 janvier. Donc si vous êtes allé aux journées portes ouvertes, indiquez-le. Mais ne vous contentez pas de dire que vous avez participé aux journées portes ouvertes, indiquez ce qui vous a plu, ce qui vous a intéressé, qui vous avez rencontré. Parce que quelquefois, des candidats indiquent qu'ils ont participé aux journées portes ouvertes, mais en fait, ils n'y ont pas participé. Et moi, ça m'est arrivé régulièrement au cours d'entretien avec des candidats, de leur demander ce qui les avait intéressés au cours des journées portes ouvertes. Et finalement, ils étaient incapables de me dire quoi que ce soit. Ils avaient indiqué dans leur projet de formation qu'ils y avaient participé, mais ça n'était pas le cas. Donc, ne vous contentez pas de dire que vous y avez participé, mais indiquez ce qui vous a intéressé et ce qui vous motive à candidater dans cette formation. Donc ça, c'est également important. Il faut être honnête, il faut ne pas hésiter aussi à mettre en valeur ses activités extrascolaires, associatives, sportives, culturelles, artistiques. Dans certaines formations, c'est
c'est un aspect qui est regardé avec attention par les recruteurs. Voilà globalement ce qu'on peut dire. A priori, je pense que tous ces conseils sont à la fois judicieux et généralisables à la fois pour des candidatures, enfin sur un projet de formation motivé pour l'université, comme pour, et je vois Laurent Lucchini qui hoche la tête, et a fortiori, évidemment, pour les classes préparatoires en CPGE, comme en BTS. Finalement, j'allais dire, être soi-même et être dans l'authenticité de son projet et avoir travaillé son projet, c'est globalement ce qui est attendu. Je pense, Laurent Lucchini, je vais vous passer la parole. Merci, merci Marc. On va revenir ensuite éventuellement au gré des questions. Donc, Laurent Lucchini, vous êtes proviseur du lycée Jean Perrin à Aix-Marseille, je le disais en introduction. Peut-être que dans les conseils de premier niveau sur lesquels vous souhaitiez insister d'emblée, c'était le fait peut-être de ne pas se censurer dans ses vœux. Alors, oui, tout à fait. D'abord, voilà, je me présente. Donc, je suis M. Lucchini. J'enlève 2 minutes mon masque, comme ça, vous pouvez me visualiser. Alors, avant de vous répondre, c'est vrai que la question est importante, je voudrais, en 2 mots, quand même présenter aussi l'établissement. Le lycée Jean Perrin, c'est 11 BTS, mais aussi 7 classes préparatoires. Ce qui fait au final une quarantaine de divisions dans le supérieur. Et ça représente, alors, ce n'est pas à l'échelle de Marseille Université, mais ça représente tout de même 1200 étudiants. Et je voulais aussi, puisque je représente quelque part tous les lycées concernés par Parcoursup, la première chose à dire quand même, si on candidate sur un établissement scolaire type lycée, on reste dans le cadre scolaire strict avec toute la gestion des absences qu'on a pu connaître en seconde, première, terminale. Ça, c'est maintenu, des justifications d'absence, des contrôles voilà, des absences à justifier, etc. Donc c'est quand même important quand on choisit un petit peu sa voie, là on sait que le cadre sera très strict. Bon, Jean Perrin, c'est aussi voilà, un campus de 7 hectares, ce qui fait que les étudiants se sentent quelque part un petit peu, des fois, comme à la fac. Alors, tout ce qu'ont dit mes collègues est tout à fait vrai. Je crois qu'on pourrait résumer en disant que il n'y a pas de formule mathématique qui va régler comment dire, l'affectation. Nous, c'est très important dans notre lycée. Il n'y a pas d'algorithme, c'est des commissions avec des enseignants et c'est donc tout est lu. Hein, les dossiers sont lus attentivement. Pour faire simple, en fait, comme il y a dans les commissions, il y a plusieurs enseignants, on se répartit les dossiers avec la direction. Et puis, on regarde les critères. Comme l'a dit Madame Ribaud, c'est important, je pense, comme premier conseil, de bien regarder les caractéristiques et les attendus. Et puis, j'ai vu que dans les questions, on posait la question des appréciations avec les notes. Alors, évidemment, particulièrement en classe préparatoire, donc, on regarde bien évidemment les notes, mais le dossier doit être homogène. Donc, on va regarder aussi les appréciations. On va essayer d'évaluer la motivation avec tous les documents qui seront remplis. La fiche à venir aussi, qui est quelque part un petit peu l'avis de l'équipe pédagogique. Ça a été dit aussi par M. Ripper, tout ce qui est engagement citoyen, enfin, les participations à des clubs, etc. Tout ça fait qu'il va y avoir, on va quelque part regarder un petit peu si le dossier est homogène. Et c'est vrai que ça peut alors, évidemment, si le dossier est très bon, ça a été dit, il n'y a pas beaucoup de doutes, mais en tout cas, tout est regardé. Alors, la question aussi, c'était qu'est-ce qu'une formation sélective? C'est vrai qu'on va classer les dossiers et on va regarder, on va mettre le premier en numéro 1, et puis au fur et à mesure, on va les répertorier par niveau. Voilà. Donc, dossier homogène avec... Alors, j'ai oublié aussi, ça a été dit, le couplage des spécialités. Typiquement, en classe préparatoire, je donne un exemple très symbolique. On ne pourra pas demander PTSI ou PCSI à Jean Perrin si on n'a pas pris la spécialité mathématique, par exemple. Donc, il y a aussi des couplages de spécialités qui peuvent être rédhibitoires pour
pour des formations. Donc, ça serait dommage de perdre un vœu, enfin un vœu d'orientation en demandant une formation qui n'est pas éligible à cause de ces spécialités. Et ça, pour le coup, Monsieur Lucchini, détrompez-moi s'il y a lieu, mais il me semble que dans Parcoursup, de la même façon que les attendus sont précisés pour un certain nombre de formations, de la même façon, il me semble que les spécialités, c'est-à-dire qu'on a la même problématique, on a des spécialités prérequises dans certains cas. Voilà. Mais en fait, il faut cliquer. Quand vous allez aller sur les formations, par exemple, de Jean Perrin, nous, on a rempli avec beaucoup de rigueur tout ce qu'on attendait des candidats. Et il était indiqué clairement les spécialités privilégiées ou les spécialités qui pourraient être rédhibitoires si on ne les a pas suivies. Voilà. Petit rappel pour les parents, ce n'est pas Parcoursup qui affecte, en fait. Parcoursup met en relation. C'est pas tout à fait le Tinder de l'orientation, mais c'est quand même, finalement, il met à disposition des candidatures et les formations font la sélection ou font leur classe et prennent jusqu'à ce que plus de capacité en fonction de… Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a une petite confusion parfois, notamment quand on a les uns et les autres qui nous disent finalement, premier inscrit, premier validé. Sur Parcoursup, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, il n'y a pas de premier inscrit, premier validé. Vous avez de toute façon jusqu'à la fin de la procédure pour faire vos vœux et les valider. Voilà, jusqu'au dernier jour de la procédure, nous, on va recevoir les informations des candidats. Parcoursup, c'est une base de données qui va nous donner les informations. Nous, ensuite, on se réunit en commission et on va lire l'ensemble des dossiers pour arriver à les classer le plus justement possible. Parce que derrière tout ça, c'est aussi une scolarité réussie. J'y viendrai tout à l'heure, mais il y a quand même des profils. Il y a ça derrière. C'est pour ça qu'il faut aussi aller aux portes ouvertes, parce que nous, auprès d'ailleurs, on peut mettre en place des passerelles, mais un élève qui irait pour de mauvaises raisons dans une filière, au final, c'est une scolarité qui n'est pas épanouie. Et c'est dommage. L'idée, c'est que l'élève trouve vraiment sa voie. Alors, ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est difficile quand on est jeune d'appréhender vraiment comment va se dérouler sa scolarité et ce qu'on attend de cette scolarité. Mais pour autant, voilà. Donc, ça doit être aussi une aide. Ce n'est pas simplement qu'une sélection. Ça doit être une aide à la décision. Voilà. Alors, voilà. Et vous disiez, il faut oser la prépa. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, il faut vraiment aller au JPO pour pouvoir évaluer aussi avec les équipes sur place, finalement, ses chances ou pas. Voilà, c'est-à-dire ne pas se censurer. Alors, voilà, on en vient à votre première question. Excusez-moi, j'ai un peu tardé à y répondre. Alors, c'est vrai qu'en classe préparatoire, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même beaucoup d'autocensure et finalement, on manque un peu de candidats. Il y a beaucoup de lycéens qui n'osent pas candidater en classe préparatoire. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que quand on suit une classe préparatoire, au-delà de la réussite au bout de cette classe préparatoire avec des réussites au concours, il y a quand même une exigence importante avec une pression importante de travail. Mais du coup, ça permet d'acquérir des méthodes de travail, de l'organisation. Et ça, réussite ou pas, de toute façon, c'est des compétences qui sont acquises, qui sont importantes pour la vie professionnelle. Je précise aussi, avec la présence d'Anne Ribaud, que les prépas maintenant sont en convention, enfin les lycées sont en convention avec les facultés, et étant les élèves de classe préparatoire qui au final n'arriveraient pas à suivre correctement en classe prépa, derrière peuvent intégrer la faculté, et donc il y a une continuité qui s'opère, on ne se retrouve pas sans solution parce qu'on n'arrive pas à suivre une classe préparatoire. Donc, si on est tenté par une classe préparatoire, je pense qu'il faut vraiment se lancer. Et puis, si vraiment après ça ne correspond pas à son profil, c'est vrai qu'il faut quand même arriver à subir ce stress, cette pression scolaire qui est importante
il faut arriver à la vivre sereinement. Donc ça dépend un peu des personnes, hein. Donc si on est fait pour les classes préparatoires, aucun problème. Sinon, on peut ensuite bifurquer sur d'autres formations. Autre chose aussi dans le thème Oser la prépa, c'est vrai qu'il y a des classes préparatoires, ça ne se sait pas toujours, pour les différents bacs. Il y a des classes préparatoires évidemment pour les bacs généraux, ça c'est assez connu. Mais on a aussi des classes préparatoires pour les bacs technologiques et aussi pour la voie professionnelle. Pour les bacs technologiques, nous par exemple, on a la prépa économique et commerciale pour les bacs STMG, hein, qui fonctionne très bien. Et on l'a aussi d'ailleurs pour la voie professionnelle, hein, EC, BP. Donc, voilà, moi je pense que les classes prépa, si on est tenté, il ne faut surtout pas faire de l'autocensure, il faut avoir de l'ambition. C'est vrai qu'il y a de l'exigence, mais avec beaucoup de bienveillance, hein. C'est un savant mélange entre exigence et bienveillance. Et je précise aussi que nous, à Jean Perrin, on a la chance, c'est souvent le cas dans les lycées à classe préparatoire, d'avoir un internat important. Donc ça aussi, ça permet, ça donne quand même, ça donne des chances supplémentaires pour réussir, puisque évidemment, quand on est à l'internat, on a moins de trajets, on se retrouve en petit groupe de collègues pour travailler le soir, etc. Donc c'est des conditions favorables pour réussir sa classe préparatoire. Alors, comme ça a été dit, à la fois pour l'internat et puis pour toutes les questions un peu pointues suivant les filières. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire par mail, à nous téléphoner. Et puis évidemment, comme pour mes collègues, venir aux portes ouvertes. Alors nous aussi, elles sont le 5 mars. C'est toute la journée. On y organise des conférences par thème, par classe préparatoire. On a à peu près la même chose le matin et l'après-midi. Donc, en fonction, vous pouvez peut-être aller en tout cas, vous pouvez faire les portes ouvertes de Marseille, de la faculté de Marseille le matin et chez nous l'après-midi. Ouais, je pense qu'il faut se répartir le boulot parce que, évidemment, le 5 mars, tout le monde fait ses journées portes ouvertes. Donc, peut-être qu'il faut se dispatcher, y aller en famille, envoyer les uns, voilà, et essayer d'en tenir le meilleur, d'en faire le meilleur, d'en prendre le meilleur parti. Je voudrais qu'on passe la parole à Monsieur Liabeuf pour conclure, parce que, hélas, nous sommes dans un temps contraint et je pense que c'est important qu'on boucle sur les BTS. Donc, dans un temps rapide, Monsieur Liabeuf, est-ce que vous pourriez nous donner finalement vos conseils on sait qu'il y a aussi tension sur les BTS, hein, puisque ce sont des filières sélectives, alors pas sur tous, mais finalement, comment trouver le bon pour soi? Quels sont, vous, les conseils que vous pourriez donner justement à ce titre pour réussir sa candidature? Et finalement, comment est-ce que se fait le dispatching des élèves et des candidatures? Alors, vous avez tout à fait raison, hein. Tout n'est pas égal, hein. En fonction des BTS, je ne donnerai pas les mêmes conseils, hein. Par exemple, chez nous, on a des BTS industriels qui sont très porteurs d'emploi, mais qui sont un peu boudés par les jeunes. Et puis, on a d'autres BTS beaucoup plus scientifiques, par exemple, comme le BTS chimie, qui va être très demandé, hein, et donc qui va être forcément très sélectif. Et le profil des candidats ne va pas être les mêmes non plus, hein, puisque sur les BTS industriels, on va être beaucoup plus ouvert sur les bacs technologiques et les bacs professionnels, alors que sur le BTS plus scientifique, on va réserver plus de place aux bacs généraux. Voilà. Mais je crois qu'il y a quand même un dénominateur commun, hein, c'est une motivation sincère. Ça a déjà été dit, mais franchement, je crois que c'est ce qui doit transparaître dans le dossier d'un candidat. C'est une sincère motivation pour la formation sur laquelle il postule. Et pour ça, bien sûr, il doit s'être bien renseigné, il doit être effectivement venu aux portes ouvertes, etc., avoir pris le maximum d'informations sur la filière qu'il veut choisir. Et à ce moment-là, ça va se détecter à la lecture du dossier. Et les professeurs, là, vont être beaucoup plus tolérants sur les résultats, hein, parce qu'on sait par expérience
que la motivation est capable de transcender les élèves et de les faire réussir quand vraiment ils sont dans une filière qui leur plaît. Voilà. C'est vraiment ça, je crois, qui est important à dire au niveau des BTS. Alors, bien sûr, il y a quand même des choses qui sont assez rédhibitoires. Hein. Quand on lit les dossiers, c'est l'absentéisme récurrent, je dirais, et non justifié, hein, parce qu'il y a aussi de l'absentéisme justifié, mais bon, là, c'est autre chose. Mais donc ça, l'absentéisme est quand même regardé de près par les collègues. Et puis aussi, bien sûr, les problèmes de comportement. Voilà. Mais je vous dis, donc, avec une motivation réelle, les dossiers ont toutes les chances d'être acceptés chez nous. Donc, bon, je vous l'ai dit, pour les types de bacs, aujourd'hui, on recrute quand même plus largement sur les bacs professionnels, mais il reste encore, bien sûr, des places pour les bacs technologiques et les bacs généraux. On ouvre aussi notre recrutement, je dirais, sur une deuxième chance, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup dans les classes de BTS aujourd'hui, des élèves qui ont connu un échec sur une première année d'enseignement supérieur et qui reviennent vers nous en recherche. Donc, oui, c'est ce que vous disiez. Monsieur Lucchini disait, ben, en fait, on a des élèves qui sont en classe prépa qui vont vers l'université. Il y a aussi l'inverse. Il y a des mouvements finalement d'orientation et de passerelle de part et d'autre finalement. Et ça, je pense que c'est un message important pour les parents parce que ça n'était pas tout à fait le cas à leur époque. Il y a quand même une meilleure collaboration entre les différentes filières finalement de formation pour le bien. Tout à fait. Et nous, à l'interne, en début d'année, bon, comme on a un large panel de BTS, on est aussi capable de faire des passerelles entre nos BTS. Hein, donc, le jeune qui a choisi, par exemple, une filière dans la chaudronnerie industrielle et puis qui s'aperçoit que ce n'est pas vraiment ça qu'il veut faire, qu'il préférerait faire de l'usinage, bon, ben, c'est tout à fait possible de changer. Ah, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au lycée Jean Perrin, nos formations sont ouvertes par la voie initiale, mais aussi par l'apprentissage. Donc, les jeunes ont tout intérêt à postuler aux deux voies, dans les deux voies. Et le passage de l'une à l'autre se fait sans problème. C'est-à-dire que bon, s'il a trouvé une entreprise, il n'y a pas de problème, il va aller en apprentissage. S'il n'a pas trouvé d'entreprise, il va être en formation initiale. Et même ces choses-là peuvent évoluer en cours d'année. C'est des situations que l'on a connues. Alors bien sûr, ce n'est pas général, hein, mais sur quelques cas, ça peut tout à fait se faire. Voilà. Donc nous encourageons aussi l'ouverture à l'international, hein, puisque nos BTS participent au programme Erasmus+, et donc les jeunes peuvent partir en période de formation en entreprise dans tous les pays d'Europe. Voilà. Que dire encore? Non, mais ça, pardon, je vous coupais. Voilà. Et donc, nous, on évolue aussi vers un Bac+3, puisque depuis l'année dernière, nous proposons des bachelors, mais qui sont en fait des formations complémentaires d'initiatives locales qui sont développées avec des industriels sur des thématiques particulières et donc qui permettent un accès à l'emploi, je dirais, très facile, hein, puisque c'est une troisième année qui va se dérouler moitié en centre, moitié en entreprise, donc sur des thématiques vraiment très professionnalisantes. Voilà, donc on a actuellement ouvert un bachelor technicien projet en ingénierie numérique et un bachelor projeteur en ingénierie des installations générales. Ouais, avec une employabilité, j'imagine, voilà, derrière, assez garantie finalement. Voilà, c'est garanti, puisqu'ils sont dès leur entrée en bachelor en stage long dans des entreprises. C'est vrai que là, plus généralement, l'industrie est en train de rebondir. Et nous, on a beaucoup d'entreprises qui nous réclament des élèves. On sent bien que dans les domaines industriels, là, il y a beaucoup de recherche d'emploi. Oui, d'où l'importance aussi, j'allais dire, et là je rebondis pour conclure, finalement de ces conférences métiers qu'on propose dans la foulée de nos rendez-vous par an, parce que je pense qu'il faut un peu rénover nos logiciels tout un chacun.
et peut-être reconsidérer des parcours qu'on a négligés jusqu'à présent et sans doute à tort, et donc ouvrir les chakras, si je puis me permettre cette conclusion un peu rapide. Et pour terminer, je vais devoir rendre l'antenne parce qu'on va avoir une conférence métier qui va démarrer sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, donc on n'est pas tout à fait dans l'industrie, mais on est tout à fait dans le territoire. Et je vous remercie tous et toutes pour votre contribution. Il y avait une dernière question qui était très, très transverse sur la mobilité. Moi, je voudrais conclure pour dire que Parcoursup, et je pense que tout le travail de la région académique pousse à ça, et toutes vos institutions, les uns et les autres, poussent sur des passerelles. Donc oui, ce n'est pas parce qu'on a repéré un super master dans telle université qu'il faut s'interdire de faire sa licence dans une autre université, parce qu'en fait, on remet une pièce dans la machine au moment de l'accès au master. Donc, j'allais dire, soyez mobiles par rapport à ça. Et même chose sur les prépas. Y a-t-il des priorités géographiques? J'imagine que vous l'exposiez, mais Monsieur Lucchini, vous avez indiqué que vous aviez un internat. Donc, de toute façon, cette ouverture, elle se fait. Et donc, voilà, soyez assez libres par rapport à la mobilité. Et il y a une aide sur Parcoursup, il y a une aide à la mobilité, y compris en espèces sonnant et trébuchant. Donc, pour essayer de multiplier les options possibles. Voilà, c'était une conclusion en un temps record. Merci à tous. Les dernières questions, on les traitera de façon individuelle. Et je rends l'antenne parce que là, sinon, je vais vraiment me faire disputer. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.